petite heure, là, je vais essayer de tenir raisonnablement. Oui, enfin, vous pouvez les passer en même temps. Oui, c'est ce que vous m'avez dit, mais bon, c'est pas toujours très. On attend toujours 5 minutes. Oui, bien sûr. Je ne suis pas certain. C'est pas certain. Si vous n'êtes pas là, c'est le doute qui viendra pas. D'accord. Ce sont en fait des adaptations. C'est ça, Oui, parce que ça, là, ça commence. C'est cher, mais alors, je ne sais pas si vous en parler, mais ça, c'est l'écologie actuelle, l'écologie que elle est entendue sous son premier. Je te fais c'est ça, je l'expression, ça n'est pas le contenu, mais je pense que c'est un courant théorique de l'anthropologie qui c'est bon. Je vois pas le gros microphone. Non, non, mais avec ça, ça suffira. C'est prêt. Super. Bon, ben on va s'y mettre. On reçoit aujourd'hui au séminaire Benoît Grévin pour ce livre que j'ai lu avec passion, qui s'appelle Le Parchemin des cieux, et c'est sur le Moyen-Âge du langage. Donc, un travail d'historien, puisque c'est publié dans le Manuel historique, et je précise ça parce que il ne s'agit pas à proprement parler de linguistique historique, au sens où ce serait quelque chose d'absolument focalisé sur l'histoire d'une langue ou l'histoire de plusieurs langues. C'est un essai de comparaison entre des univers linguistiques et l'imaginaire que ces univers charrient, les niveaux de langue qui se constituent. Donc c'est quelque chose qui est très proche d'une démarche, je dirais, anthropologique et d'anthropologie sémiotique, hein, au sens où on l'entend entre nous au séminaire. Donc voilà, le livre est tout à fait passionnant, extrêmement savant. On parlait à l'instant avec de nombreuses langues qui parlent, c'est absolument nécessaire pour écrire un livre de ce type, qui arrive donc à distinguer toutes sortes de niveaux dans la langue, dans les langues dont il est question, registre courtois, registre religieux, voir comment tout ça s'articule donc à l'histoire proprement dite d'une société. Donc le plus simple, c'est sans doute de vous laisser la parole tout de suite pour une bonne heure, comme on l'a dit. En même temps, si vous avez besoin d'un peu plus de temps, il n'y a pas de problème, on a la salle pour 2 heures. On a un petit peu de questions. J'aimerais ne pas trop traîner pour laisser de l'espace à la discussion. Juste avant de commencer, simplement, je pense pouvoir vous visualiser, vous conceptualiser comme des interlocuteurs qui est à la fois des philosophes, des philosophes, des linguistes, des anthropologues. Voilà, il y a vraiment un triangle dont j'avais assez bien reconstitué. C'est un triangle qui me parle tout à fait. Il faut effectivement être conscient malgré tout que les barrières interdisciplinaires ne sont pas simplement des obstacles institutionnels, des fictions institutionnelles. Nous avons des pratiques très, très différentes qui dépendent beaucoup de nos arrière-plans. Donc j'affiche en quelque sorte la couleur. Je crois que l'interface peut fonctionner très bien dans la mesure où, tout à fait comme vous l'avez senti, je ne m'en suis pas trop caché dans le livre, je suis un historien avec un arrière-plan entre philologue et linguiste très fort qui passe constamment derrière l'historien. Et dans ma pratique historique, je me définis beaucoup à la frontière de l'anthropologie, voire franchement dans l'anthropologie historique assez souvent. Donc de ce point de vue-là, je suis très à l'aise. La philosophie, c'est autre chose en revanche. Elle apparaît dans la culture générale pour certaines choses qui ne seraient pas forcément les vôtres. C'est sûr que c'est quelque chose qui s'est peut-être un petit peu
qui est un petit peu plus souterrain dans ma pratique. Il y a donc ce triangle également, mais, reste très minoritaire. mais un petit peu différent. Ça n'est absolument pas de l'hostilité, c'est un constat d'incompétence en partie, ou de choses qui sont déjà un petit peu malheureusement du passé pour moi, parce que je fais trop de langues. J'essaie de les parler ou de les lire, j'y arrive en général plus ou moins bien, souvent mal pour les parler, pas pour toutes, parfois un peu mal pour les lire, mais ça prend énormément de temps. Quand on n'a pas une mémoire fabuleuse, et c'est mon cas, je n'ai pas une mauvaise mémoire, mais je n'ai pas une mémoire d'éléphant non plus, du coup je fais partie de ces gens qui passent leur temps à verser de l'eau dans le tonneau des Danaïdes. Entrons un peu dans le vif du sujet, donc sans volonté de résumer le livre, parce que j'ai tenté tout de même d'organiser un petit peu le propos pour parler de ce que j'imaginais pouvoir être le plus intéressant pour vous. La langue symbole d'elle-même, c'est quelque chose qui transparaît probablement partout dans des mondes qu'on pourrait qualifier de mondes linguistiques traditionnels ou anciens, toute la question étant de savoir où on met la frontière. Vous avez vu que dans la toute petite feuille que je vous ai mise, sélection biographique, et puis l'autre chose, et ou du chinois ou du japonais, vous devinez, vu les transcriptions, que ça a rapport plutôt au monde japonais, bien que ces choses pourraient signifier aussi tout à fait en chinois. C'est une anecdote historique dont on a une symbolisation, et je l'ai choisi pour commencer le discours, parce qu'on a là ce que je pense être une bonne définition de ce que nous avons trop tendance à poser comme frontière entre un monde linguistique avec des régimes symboliques que nous qualifions de traditionnels et notre monde à nous. Donc nous sommes en 1614, si je ne me trompe pas, en tout cas dans les premières années du XVIIe siècle, et vous savez que c'est le moment de l'unification du Japon sous un ancien régime japonais, le régime du shogunat. Cette unification a été préparée par un très grand homme de guerre et politique qui s'appelait Toyotomi Hideyoshi. Il est mort, il a laissé un fils, et finalement c'est un autre grand personnage japonais, le premier Tokugawa Ieyasu, qui emporte la mise, et Tokugawa Ieyasu doit se débarrasser de ce fils du préunificateur qui s'appelle Hideyori, qui possède encore des suivants, un château important à Osaka. L'étau politique se resserre, mais il s'agit d'attendre le moment pour frapper, et il va l'accuser d'une sorte de crime de lèse-majesté, non, lèse-shogunat en formation. Le crime étant que ce Toyotomi Hideyori, qui est un tout jeune homme, il a quelque chose comme 20 ans à ce moment-là, a fait fondre une cloche pour un monastère bouddhique fameux. Il a mis cette inscription Koka Anko en 4 caractères, ça peut se lire à la japonaise ou à la chinoise, sécurité du pays, Koka, pays, nation, Anko, sécurité. Et Ieyasu dit que c'est une attaque magique contre sa personne, parce que dans cette inscription, on se sert de 2 caractères que vous voyez apparaître à la fin, les 2 derniers du nom de Tokugawa Ieyasu pour Ieyasu, mais en les séparant dans la première inscription. Le cas de Koka, second caractère de la première inscription, et puis le dernier caractère, prononcé Ko dans la première, vous le retrouvez dans la suite de 4 caractères associés, alors que dans les caractères de la cloche, ils sont dissociés. Donc il y a cette accusation d'une pensée qui semble tout à fait magique. Voilà, vous avez coupé mon nom en 2, vous voulez ma mort, et par conséquent, je vous élimine. Effectivement, l'étape suivante, c'est un double siège du château d'Osaka, très fameux dans l'histoire japonaise, et le seppuku final de la famille rivale qui est définitivement écarté. Alors pour moi, c'est un épisode intéressant du point de vue de la manière dont on manie ce genre de symbolique des sinogrammes dans le monde extrême-oriental, dont on manie la symbolique du nom en général dans l'ancien monde. Naturellement, il y a un arrière-fond politique. Je ne pense pas que Tokugawa Ieyasu croyait dans ce genre de magie. C'est simplement un subterfuge politique odieux qu'il utilise pour se donner un prétexte. N'empêche que ça suppose que dans la culture où on vit, un certain nombre de gens développent suffisamment de croyances ou de degrés de croyance par rapport à ce genre de choses pour qu'on puisse proposer ce genre de choses comme une explication possible pour anéantir l'adversaire. L'affaire de la cloche d'Osaka, donc, une interprétation magique liée à une idée de la parole ou de l'écrit, en l'occurrence plutôt l'écrit, on est dans un monde très confucéen, performatif, qui va beaucoup avec des tas de travaux d'anthropologie
ou de réflexion du langage que vous connaissez, mais en nous tirant vers une définition de la performativité qui semble aller très loin vers les sociétés les plus traditionnelles, vers l'oralité, vers les mondes du commencement, et s'opposer à une dimension de modernité linguistique, dans le sens où la modernité linguistique serait conçue comme une restriction progressive de la dimension magique ou religieuse. On pourrait discuter sur l'équilibre à trouver entre ces deux sphères que les locuteurs prêtent au langage. Hein, on a un petit peu cette idée relativement classique que l'idée de la performativité du langage se restreint peu à peu dans un monde plus moderne ou contemporain à des sphères relativement précises, avec encore une valeur très proche d'un certain absolu dans des domaines juridiques par exemple, mais pas dans un domaine de tous les jours. Et là encore, on pourrait distinguer à quel niveau des populations, à quel niveau d'un ensemble d'une culture donnée, ça n'est pas évident. Il y a certainement encore énormément de personnes qui croient dans ce genre de mécanisme de nos jours, mais enfin, les instances globales qui règlent les cultures actuelles peuvent s'être un petit peu dissociées de ce genre de choses. Ça n'est pas évident. On parle beaucoup, on ne va pas cesser, je pense, d'en parler pendant toute notre vie, des problèmes de l'islam contemporain. Et un certain nombre de ces problèmes peuvent être apportés pour un certain nombre de personnes à un problème général de surcroît de sacralisation d'un texte sacré qui passe aussi, comme vous le savez, par le respect de la forme linguistique de ce message. Et sans voir les choses de manière particulièrement dramatique ou grandiloquente, il est vrai qu'une aura sacrale particulièrement développée qu'on prête à l'arabe classique sous sa forme coranique comme socle premier d'un certain nombre d'arabes classiques, puisqu'en fait il y a beaucoup de styles naturellement différents qui se développent au cours du Moyen-Âge et de l'époque traditionnelle jusqu'à nos jours, et bien que cette aura a certainement contribué à des choix linguistiques et de culture dans le monde arabe du 19e et du 20e siècle, de l'époque de la Renaissance littéraire du 19e jusqu'à aujourd'hui, qui sont tout à fait déterminants à la fois pour la façon dont les gens parlent, que ce soit à la télévision ou dans des discours solennels, ou pour la manière dont des gens ressentent la façon dont ils parlent quand ils ont conscience de ne pas parler quelque part une langue suffisamment classique et que ça provoque une gêne. Hein, on a le maintien actuel, une sorte d'exosquelette de la grammaire et de la morphologie de l'arabe classique, avec une langue moderne qui pourtant s'est totalement renouvelée évidemment par rapport, ou presque totalement par rapport à la langue du Moyen-Âge, parce qu'on ne parle pas des mêmes choses. Il n'empêche que ça reste un phénomène impressionnant. Est-ce que c'est une vision trop facile? En partie oui. Et mon travail d'historien à la frontière donc avec une certaine histoire du langage, pas évident que ce soit de la linguistique, et à la frontière avec une certaine anthropologie, mon travail d'historien tient un petit peu à détricoter cette vision que j'ai posée en creux durant ces 5-10 premières minutes. C'est-à-dire le fait qu'on aurait des cultures linguistiques traditionnelles, imprégnées d'une certaine symbolisation de la langue, de certaines formes de communication liées à des idées de performativité, à des idées de sacralité, qui auraient été l'apanage d'un certain nombre de cultures, dont l'Occident latin, j'emploierai un petit peu ce terme, donc l'Occident dominé par l'Église latine dans la mesure où elle impose presque totalement le latin. On pourra revenir là-dessus, mais en gros vous voyez l'espace qui se crée de la Castille à la Pologne, opposé à un Occident qui pour des raisons ou pour d'autres se serait émancipé beaucoup plus vite d'un certain nombre de formes de gestion du patrimoine linguistique, et ce serait donc à opposer comme une espèce d'avènement de la modernité linguistique, et puis tout le jeu consisterait ensuite à l'époque moderne et contemporaine dans une espèce de rattrapage des autres cultures qui se mettraient ou non linguistiquement à niveau, alors qu'encore au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe siècle, elles auraient été radicalement différentes du point de vue de l'idée qu'on se fait de la langue comme instrument, non pas seulement de communication, mais de liaison avec le monde en général. Alors, j'ai travaillé surtout en tant que médiéviste. La plupart des médiévistes qui sont tout de même entrés dans le XXIe siècle travaillent sans complexe en sachant que les derniers siècles de l'Antiquité, entendu de manière très large jusqu'au 7e siècle, sont un apanage commun entre antiquisants et médiévistes, mettons de l'Empire romain finissant jusqu'à
jusqu'à la création de l'islam, et que d'autre part, un bon médiéviste qui ne saurait jamais rien sur ce qui se passe au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle ne serait pas un bon médiéviste. Hein. On est un peu dans cet espace-là où on travaille beaucoup sur le millénaire 500-1500, tout en sachant qu'il n'est pas possible, particulièrement quand on envisage les choses dans une anthropologie de la longue durée, de ne pas aller au-delà. Et pour des tas de raisons un petit peu complexes de parcours personnel, le fait d'avoir travaillé beaucoup sur des sources en rapport avec l'arabe ou directement dans certaines formes d'arabe d'un côté, de connaître jusqu'à un certain niveau une langue extrême orientale, en l'occurrence le japonais, et de travailler énormément sur des formes de rhétorique et de communication politique latine du bas Moyen-Âge, ma pratique s'est orientée assez rapidement vers une sorte de comparatisme, pas seulement, bien sûr, le comparatisme me servant surtout dans le cadre des comparaisons de ces économies linguistiques des cultures traditionnelles à tenter de remettre en cause, en éclairant ces sphères culturelles très larges et de définition assez complexes, parce que parfois elles ont des frontières communes l'une par l'autre, des pratiques qui en fait se révèlent souvent au même niveau, alors que je pense que la plupart des historiens occidentalistes qui travaillent sur le Moyen-Âge, le bas Moyen-Âge en particulier et la première modernité, ont tendance encore aujourd'hui à livrer une vision très téléologique et beaucoup trop moderniste de ce qu'a été le développement des cultures linguistiques au fur et à mesure du Moyen-Âge. C'est-à-dire que vous avez, comme vous pouvez l'imaginer, une vision d'une culture qui devient de fortement oralisée, d'emplie de chaînes de pensée religieux et magiques, que ce soit les écritures runiques du nord de l'Europe vers le Xe siècle ou le poids de la culture biblique en général. Une culture associée à l'utilisation de langues qui sont sacralisées à divers titres, le latin, mais aussi en arrière-plan le grec et l'hébreu dans la culture latine comme horizon perdu à retrouver. On a facilement la vision d'un avènement progressif au bas Moyen-Âge, d'un monde de la communication plus moderne, avec l'introduction en force des langues vernaculaires qui vont donner nos langues modernes, la littérisation du français, de certaines formes d'allemand, d'anglais, qui donneront toutes ces langues à la fois au niveau littéraire, administratif et politique. Et une sorte de désenchantement progressif du monde